Bonjour et bienvenue dans Le Dessous des Cases, l'émission qui parle de vos mangas préférés avec un grand H. Guerre civile, conquête, complot, massacre dynastique et révolution sont au cœur de cette émission consacrée aux plus grands moments de vos mangas préférés. Aujourd'hui, nous invitons un invité prestigieux, en la personne de Monsieur Mangas, qui vient nous parler d'un manga se déroulant au cœur de la Révolution française. Il s'agit du manga Innocent. Innocent est un manga écrit et dessiné par Shinichi Sakamoto. La série a été prépubliée dans le Weekly Young Jump de la Shueisha de janvier 2013 à mai 2015 et compte 9 tomes. À la suite de ça, l'auteur a lancé une deuxième partie intitulée Innocent Rouge, prépubliée dans le Grand Jump de la Shueisha de mai 2015 à janvier 2020 et compte 12 tomes pour totaliser 21 tomes en tout et pour tout. Résumé. Au XVIIIe siècle, en quête de la liberté et de l'égalité, l'événement marquant le début de la société moderne française commence. L'ombre de la Révolution s'étend. Il y avait un protagoniste qui vivait dans l'obscurité, Charles-Henri Sanson, à la tête de la 4e génération de la famille Sanson et exécuteur de Paris. Étant le fils aîné d'une famille de bourreaux, Charles-Henri doit succéder à son père et reprendre le flambeau en tant que monsieur de Paris, exécuteur royal et des autres œuvres de France, malgré le dégoût qu'il éprouve pour cette profession. Avant de commencer, pour les curieux et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Shinichi Sakamoto, l'auteur du manga dont on va parler aujourd'hui, j'ai réalisé une vidéo sur sa bibliographie l'année dernière. On revient sur ses débuts bodybuildés avec Kyomaru et Né pour cogner, l'évolution de son trait sur quelque chose de plus fin avec Ascension, et on finit sur Innocent dont on reparle aujourd'hui, et j'évoque même son travail le plus récent, une adaptation du Dracula de Bram Stoker. Enfin bref, vous l'aurez compris avec le résumé, dans Innocent et sa suite Innocent Rouge, on va suivre le personnage de Charles-Henri Sanson, l'exécuteur des hautes œuvres de Paris. Globalement, il était le bourreau du roi, de la fin du règne de Louis XV à celui de Louis XVI, et même pendant le règne de la terreur de Robespierre. Il faut savoir que ce manga adapte librement une œuvre de Masakatsu Adachi, qui retrace la vie des Sanson et surtout de Charles-Henri Sanson, qui aurait laissé derrière lui un journal et des lettres, qui ont servi de base pour le roman et donc pour ce manga. On va donc suivre un personnage de l'ombre de l'histoire, mais aussi les membres de sa sanglante famille. On verra le père tyrannique de Charles-Henri, sa grand-mère despotique, sa fratrie sympathique et surtout l'autre personnage important de l'œuvre, Marie-Joseph Sanson, la petite sœur de Charles-Henri. On va suivre le destin tragique de ce jeune homme, obligé par le sang qui coule dans ses veines de faire couler celui de ses congénères, tiraillé entre son devoir envers sa famille, son nom et la couronne qu'il respecte, et ses propres ambitions et sa volonté de ne pas tuer. Une dualité qui va tirailler le jeune homme qui ne voit que le mal dans cette macabre profession. Il trouvera du réconfort dans sa plus jeune sœur qui, elle, au contraire, a tout d'une parfaite bourreau, à l'exception du sexe. Née femme, Marie-Joseph est elle aussi en pleine dualité entre son genre qui la contraint à devoir se marier pour devenir une bonne épouse et enfanter pour être une bonne mère, et son envie d'être plus que ça en devenant exécutrice de Versailles. Cette joyeuse fratrie va être au cœur des événements les plus importants du XVIIIe siècle. Il y a des moments forcément plus connus, car étudiés en histoire géo, comme le moment où je sais plus quoi dire et donc là je dois meubler. Comme la fameuse prise de la Bastille, la fuite de la Varenne qui a vu le roi Louis XVI fuir Versailles, et bien sûr l'exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette, guillotinée par, vous vous en doutez, Charles-Henri Sanson. On aura aussi le droit à des moments moins connus, sauf pour ceux qui sont fans de la série Lady Oscar ou La Rose de Versailles, avec les moments les plus importants de la fin du règne de Louis XV, et l'emprise de sa favorite, la comtesse du Barry, qui a été récemment mis en lumière avec un film retraçant la vie de Jeanne Bécu. Passée de simple roturière à comtesse qui contrôlait la pluie et le beau temps à la cour du roi.
Tout ça jusqu'à l'arrivée de la dauphine venue d'Autriche, qui deviendra plus tard reine de France. Il y a aussi le personnage de Jeanne de La Motte, avec l'affaire du collier, qui était elle aussi, comme la Dubarry, une antagoniste dans la série Lady Oscar. Et comme nous suivons l'histoire du point de vue d'un bourreau, nous allons aussi voir des événements historiques liés à la condamnation à mort. Il y a la tentative de meurtre de Louis XV par François d'Amiens, qui est le dernier condamné à mort en France pour crime de régicide, même si pour le coup, il s'agit d'une tentative de meurtre et non d'un meurtre. Il y aura l'exécution de Jeanne de La Motte pour la fameuse affaire du collier, ainsi que, comme je l'ai dit, la condamnation à mort de Louis XVI et de sa femme, Marie-Antoinette. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Je pourrais énumérer une liste longue comme mon bras de personnages historiques. Alors, il y a des personnages qui sont plus ou moins importants dans l'histoire, qui apparaissent de manière plus ou moins importante dans l'œuvre. Dans la famille royale, je me le répète, mais il y a Louis XV, sa maîtresse la comtesse du Barry, son petit-fils, le dauphin qui deviendra Louis XVI, sa reine Marie-Antoinette, ainsi que la famille d'Orléans qui va plus ou moins participer à la destitution de la famille royale. Plus tard, quand l'œuvre fera graviter des personnages propres à la Révolution, et l'après, on retrouvera le fabuleux Robespierre à la mèche folle, le colossal Danton, et même un jeune soldat venu de Corse répondant au nom de Napoléon. On aura même des personnages plus proches de la littérature, comme le marquis de Sade ou le chevalier d'Éon, chevalier dont on ignore le genre qui inspira le personnage de Oscar François de Jarjaille, héroïne de la Rose de Versailles. Je tiens aussi à le préciser, après maintenant plusieurs minutes de vidéo, mais Innocent n'est pas un manga innocent. C'est un manga extrêmement violent. En même temps, le métier du personnage principal, bourreau, nous fait voir des mutilations d'une extrême violence, ainsi que des exécutions qui sont pas forcément très réjouissantes. On va voir de nombreuses condamnations à mort, des membres brisés, des pendaisons et autres joyeusetés. Par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, que le crime de lèse-majesté, en gros régicide, en gros on a tué un roi, c'était la condamnation à mort la plus horrible. Normal, on a tué un roi, le père de la nation, le représentant de Dieu sur la terre de la France. Eh bien, en France, c'est arrivé 3 fois. D'abord avec Henri III, poignardé par un frère dominicain du nom de Jacques Clément. Son successeur, Henri IV de Bourbon, fut lui aussi assassiné par François Ravaillac. Et c'est un siècle et demi plus tard que François d'Amiens tentera de tuer Louis XV. Pour finir, on peut considérer que la condamnation à mort de Louis XVI est un régicide, même s'il n'était plus roi à ce moment-là. Je disais donc le régicide. Oui, quand on commet ce crime contre le roi, on est condamné à l'écartèlement. On va y assister dans Innocent, et c'est un spectacle d'une grande violence. On va passer un tome entier à voir le corps d'un être humain s'étirer, les membres attachés et chacun tiré par des chevaux lancés à toute allure, on verra les muscles se déchirer, les os se briser, l'auteur dessinant avec détail tout ce qui se produit sur le corps du condamné. Et bien sûr, on aura le traditionnel et quasiment omniprésent décollement de la tête. Une exécution qui, encore une fois, est d'une extrême violence, qui a sa technicité. On va découvrir l'entraînement d'un bourreau à travers Charles-Henri, avec notamment le fait qu'il faut bien viser un certain point de la nuque pour couper la tête du corps. Et si on se foire, ça devient alors un spectacle d'une grande violence. Et on verra ainsi ce métier évoluer à travers l'histoire, avec l'invention de la fameuse guillotine. Autre chose qui, alors, cette fois n'est pas forcément violente, mais je sais que ça peut mettre des gens mal à l'aise, c'est l'approche de la sexualité qui est très présent dans l'œuvre. On va assister à des orgies, notamment avec le personnage du duc d'Orléans, qui offre à son neveu, Louis XVI, une reproduction de son appareil génital. Avec Marie-Antoinette, on va la voir subir un cours express d'éducation sexuelle, avec démonstration à l'appui. Ou encore d'autres scènes de culbute. Autre chose qui peut gêner les gens, c'est l'approche de l'homosexualité, qui est présente dans l'œuvre. De manière très clairsemée, mais il y en a aussi pour tous les goûts. Il va y avoir des bisous entre deux messieurs et des bisous entre deux madames. Au moins, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et je trouve ça très pertinent d'incorporer dans le manga des gens avec une sexualité non conventionnelle pour la chrétienté. Car les personnages principaux de l'œuvre sont en quête d'un idéal, de liberté ou de progrès. Et quoi de mieux que la libération sexuelle comme moteur pour ces personnages? Charles-Henri,
qui aspire à mettre un terme à son métier ou à le rendre moins répugnant, va être poussé à participer à l'invention de la guillotine. Charles-Henri, qui aspire à mettre un terme à son métier ou à le rendre moins répugnant, va être poussé à participer à l'invention de la guillotine, qui rendra son travail certes plus mécanique et qui va malheureusement augmenter le nombre de condamnations. Son idéal étant de mettre fin à la peine de mort en France. Pour Marie-Joseph, qui est née femme et qui a toujours dû endurer cette différence de par sa nature, elle rêve d'un monde sans discrimination, que ce soit l'égalité homme-femme, mais surtout entre les nobles et les paysans. C'est pour ça que le manga se termine avec une ellipse où on nous explique qu'en 1870, après l'abdication de Napoléon III, la France devient une république, en rentrant dans la Troisième République. Et que c'est en 1981 que l'Assemblée nationale vote l'abolition de la peine de mort en France. Il aura fallu 76 ans après sa mort pour que le rêve de Marie-Joseph se réalise et 175 ans pour que celui de Charles-Henri voie le jour. C'est beau de voir le rêve de nos héros se réaliser, bien qu'il se réalise des dizaines, voire des centaines d'années après leur mort. On va finir par aborder le dessin. Comme je l'avais évoqué dans ma vidéo sur l'auteur, allez la voir, elle est top. À la fin d'Ascension, l'auteur est passé au numérique. Son style est passé d'incroyable à fabuleux. On sent que son trait est plus fin, plus propre, plus détaillé, plus précis. L'auteur expliquait dans une vidéo de l'Archipel, qui revient sur son travail, qu'avec le numérique, il a pu déléguer des travaux très complexes à ses assistants, sur des dorures, des décors de Versailles, des tenues pleins de dentelles. Maintenant que ça s'est dit, on va parler du style, entre guillemets, très métaphorique de l'auteur. Une chose qu'il avait déjà amorcée dans Ascension, avec un passage où une avalanche prenait la forme d'un immeuble qui s'écroule sur le personnage principal, pour bien nous faire comprendre à nous, lecteurs, ce qui arrive au personnage. Avec Innocent, le mangaka persiste et signe dans les expérimentations, pour nous faire comprendre comment les gens perçoivent une personne ou son état d'esprit du moment. On retrouve ainsi un homme vil prenant l'apparence d'un crapaud. Une mère possessive devient une araignée piégeant son enfant dans sa toile. Pour moi, la quintessence de ce travail arrive très tôt dans l'œuvre avec un passage qui à la fois me subjugue par la manière dont elle représente la scène et à la fois me glace le sang pour ce qui arrive au personnage. Je parle du viol de Marie-Joseph Sanson, qui rencontre son futur agresseur via une invitation de son frère. Le violeur devient alors un serpent sortant d'un buisson, nous alertant immédiatement, nous lecteurs, du danger immédiat. L'homme n'est plus un être humain, il est un prédateur, caché dans un buisson, qui cache ses véritables intentions. De plus, le serpent sort d'un buisson et se dresse de tout son corps. L'ombre qu'il projette peut aussi représenter, dans un sens, le désir sexuel de l'homme et donc une érection. Vous avez vu avec seulement quelques pages tout ce qu'on peut interpréter avec ce dessin métaphorique. Et bien maintenant, on va passer au passage qui est pour moi le plus dur. Alors, je vais essayer de bien choisir mes mots pour ne pas être mal interprété par les gens qui m'écoutent. Car la scène qui suit, comme je viens de le dire, me remplit d'effroi et de fascination. Quand Marie-Joseph vient retrouver son agresseur, elle change d'apparence, devenant une poupée désarticulée, complètement soumise au maréchal Griffin. On peut se dire que Marie-Joseph devient alors le jouet de ce pervers, et on la représente telle une poupée. Mais on peut aussi voir la scène du point de vue de Marie-Joseph, qui pour se protéger de ce viol, quitte son corps pour ne laisser qu'une coquille vide. On arrive enfin à l'acte en lui-même. Rassurez-vous, on ne voit rien. On reste sur la poupée de Marie-Joseph, qui se brise au niveau de l'entrejambe. Vous savez ce qui vient de se passer, vous êtes choqué, et pourtant, vous n'avez rien vu. C'est en ça que je trouve cette scène géniale, car elle nous fait comprendre énormément de choses, sans nous montrer explicitement le viol d'une gamine de 10 ans par un gaillard aussi vieux que son père. On va encore parler de métaphores, mais de sujets moins durs, car l'auteur, pour nous faire comprendre l'état d'esprit d'un personnage, use de métaphores anachroniques. On découvre alors une Marie-Antoinette utilisant Twitter, WhatsApp, Instagram ou autres réseaux sociaux du XXIe siècle. Sans être un historien chevronné du XVIIIe siècle, je ne pense pas que les smartphones et les réseaux sociaux existaient à la cour de Versailles à cette époque. Et c'est là que pour moi c'est du génie, car malgré 3 siècles d'écart,
Comment nous faire comprendre l'état d'esprit de la reine de France, qui fait la pluie et le beau temps à la cour de Versailles, en nous la montrant comme une influenceuse. On a donc une Marie-Antoinette avec des millions de followers, la personne la plus courtisée de ce monde, ou en tout cas de la France, recevant tellement de mentions qu'elle ne fait que liker par automatisme et pas par envie. Et quand la révolution commence, que la royauté perd son pouvoir, que lui arrive-t-elle? Une vague de désabonnements. La personne la plus vue devient une personne comme tout le monde. Après, je vais être honnête, certains passages sont inutiles, comme la conversation WhatsApp avec sa mère, l'archiduchesse d'Autriche avec une photo d'elle avec un museau de chien. Il y a aussi des passages qui, aujourd'hui encore, je ne me l'explique pas, comme ce délire vers la fin de la série de mettre Marie-Antoinette dans un manga au style qui sent bon le shoujo. Effet de particules à profusion, grands yeux pleins d'étoiles, histoire d'amour, etc., etc. On est dans une caricature totale de manga destiné à un public féminin. Pour moi, tout ça est là pour montrer le bonheur dans lequel Marie-Antoinette baigne, pour être ensuite chamboulée par Marie-Joseph habillée en Furio. Et je ne vois pas l'intérêt de cette scène qui fait redite avec les passages de réseaux sociaux. En conclusion, que dire? J'aime le manga innocent, c'est l'un de mes mangas préférés, écrit et dessiné par un auteur que j'adore. Je sais aussi au plus profond de moi que si j'aime ce titre, c'est aussi pour mon amour pour la série Lady Oscar. Je retrouve une partie des choses que j'ai aimées dans Lady Oscar dans le manga innocent. Le dessin, je ne reviendrai pas là-dessus, je viens de faire une déclaration d'amour au dessin de Shinichi Sakamoto pendant plusieurs minutes. Bien que j'ai moins adhéré à certains choix sur la fin de la série, dans l'ensemble, je suis conquis. En ce qui concerne l'histoire, j'adore le parcours de Charles-Henri, le voir évoluer au fil des tomes et des années, se créer une carapace pour endurer son métier cruel, ou encore le parallèle qui est fait entre Marie-Joseph et Marie-Antoinette au milieu de la série. Des personnages qui vont se croiser, se rencontrer et puis s'éloigner avec le temps. En plus, il y a un contexte historique, ça nous apprend des choses, même si l'histoire aurait gagné à être plus linéaire. Je m'explique. Sur la fin, l'auteur fait beaucoup d'allers-retours et nous montre la prise de la Bastille, puis l'exécution de Louis XVI, puis on revient dans le passé quand Louis XVI fuit la France, et après on retourne dans le présent, ou plutôt le passé, où on voit l'exécution de Louis XVI, puis celle de Marie-Antoinette. En mon sens, à ce moment-là, il y a peut-être un petit peu trop d'aller-retour pour bien saisir de manière chronologique tout ce qui se passe. Encore merci à Monsieur Mangas pour son intervention. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur le parcours d'un enfant devenu un soldat, devenu une comète, devenu un duc, changeant de nom comme il change de mobile.